Donc dernière session pour cette partie d'analyse de données génomiques. Cette session va prendre la même forme, celle d'un tutoriel à partir duquel pendant lequel je vais travailler à partir d'un fichier R exclusivement, donc pas de diaporama PDF, puisque les méthodes que l'on va voir pendant cette session relèvent de la classification et ce sont des méthodes que vous avez déjà vues dans le module d'analyse de données. Donc je vais simplement mobiliser un peu vos connaissances et vos compétences en matière d'analyse de données pour les appliquer à une problématique d'analyse de données génomiques. Cette problématique, elle s'inscrit dans la suite de ce que l'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on est arrivé, après des problèmes de normalisation, des problèmes de choix des tests, des problèmes de sélection de gènes, on est arrivé à sélectionner un petit ensemble de gènes, une petite centaine de gènes, qui sont associés à un signal biologique d'intérêt, ce signal biologique étant caractérisé par une différentes expressions entre deux régimes. Et maintenant, on va essayer de donner du sens à cette liste de gènes à travers des méthodes statistiques qui permettent de définir des groupes, une sorte de typologie, donc des groupes qu'on appelle des clusters, à la fois des clusters de micro-arrays, c'est-à-dire des clusters d'individus qui auraient des profils d'expression semblables, mais aussi des clusters de gènes, c'est-à-dire des clusters de gènes qui seraient en coexpression, dont les expressions seraient corrélées entre elles. Donc en définissant des groupes à la fois de micro-arrays et des groupes de gènes, on renforce un peu l'interprétation de cette liste de gènes sélectionnés. Alors on va avoir besoin d'un certain nombre de packages qui sont tous préinstallés dans ma session de travail, mais ce n'est pas forcément le cas pour vous. C'est pour ça que j'ai mis dans le script R les commandes d'installation des packages. Donc moi je ne vais pas lancer cette commande d'installation de Factominer puisque Factominer est déjà installé. En revanche, je vais lui demander de charger dans la session le package Factominer. Voilà qui est fait. De la même manière, je ne vais pas installer les deux packages FlashClust qui fait de la classification et Gplots qui a un certain nombre de fonctions graphiques qui rendent des graphiques assez jolis en matière de classification. En revanche, je vais charger dans ma session les deux packages FlashClust et Gplots. Voilà. Alors ensuite, vous allez avoir besoin, comme moi, de définir une session, un répertoire de travail pour votre session de travail. Donc dans mon cas, l'adresse est donnée par ce chemin-là, mais c'est à vous de l'adapter à votre environnement de travail, sachant que le répertoire en question doit contenir les fichiers covariates.txt, external.txt, fois positive.txt et fois positiveadjusted.txt, ces deux derniers fichiers étant les données d'expression que l'on a obtenues à la fin de la dernière session après sélection de gènes. Donc dans un premier temps, avant d'aborder les questions de classification, on va simplement importer ces données dans la session de travail grâce à la fonction read.table. Donc d'abord expression. Alors dans les expressions, j'ai pris les expressions normalisées, mais je n'ai pas choisi de travailler aujourd'hui avec les expressions ajustées des effets d'hétérogénéité, des facteurs d'hétérogénéité. Je pourrais le faire, mais je vais importer le jeu de données pour vous montrer comment ça fonctionne, mais je ne vais pas travailler avec ces données d'expression ajustée de l'hétérogénéité, juste les données classiques. Donc on avait sélectionné 83 gènes sur 46 micro-arrays, c'est ce qui apparaît quand on lui demande d'afficher les dimensions de ce tableau. Les 6 premières lignes et les 10 premières colonnes nous renseignent sur le format de ce tableau. Donc en ligne, on a les noms des gènes, et en colonne, les noms des micro-arrays, et à l'intersection, on a des valeurs quantitatives qui mesurent une expression. Donc comme je viens de le dire, je vais faire pareil avec les données d'expression ajustées de l'hétérogénéité, même si derrière, je ne vais pas utiliser ce jeu de données. Et puis, il me reste deux jeux de données à importer. Le jeu de données sur les covariables expérimentales, covariates.txt. Cette fois-ci, la structure du tableau de données n'est pas tout à fait la même, puisqu'on a 46 lignes correspondant à 46 micro-arrays et 2 colonnes correspondant à régime et génotype. Donc le régime a 2 facteurs, BL et HL, et le génotype a 2 facteurs, G et M. Et puis les données supplémentaires sur les poulets dont on dispose, external.txt, même structure que covariates.txt, à savoir 46 micro-arrays
et 44 variables. Je vais juste m'arrêter un tout petit peu plus que je ne l'ai fait précédemment sur les 44 variables. Alors, dans les premières colonnes, on a essentiellement des informations sur le dispositif expérimental, à savoir un numéro d'ordre qui est un identifiant, un numéro de bague qui est également un identifiant de l'animal, lignée et régime qui sont les facteurs que l'on a aussi dans le jeu de données covariates, et le lot qui n'est rien d'autre que la combinaison des deux, puisque vous voyez qu'il y a 4 niveaux qui sont toutes les combinaisons possibles de lignée et régime. G, HL, G, BL, M, HL, MBL. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables qui sont des variables que je qualifierais de biométriques, c'est-à-dire des mesures faites sur l'animal. Donc des poids de l'animal, poids du gras abdominal, poids du gras à l'arrière de la cuisse, poids du foie, poids du cœur et poids du muscle pectoral ici. Et enfin, deux groupes de données, un groupe de données de composition du plasma avec des triglycérides, du butyrate, l'acide urique, etc., etc. Et puis, donc ça va jusqu'à l'insuline ici, et puis des données concernant les acides gras dans le foie, donc on va retrouver notamment les oméga 3 avec ici AGPI et puis C18.2, C18.3. Voilà. Donc je vais illustrer un peu la façon dont on peut utiliser ces données externes pour donner un peu du sens aux clusters que l'on va trouver. Donc comme je l'ai dit, j'ai travaillé avec les données d'expression et pas celles ajustées de leur hétérogénéité. Donc je mets ça dans un objet que j'appelle X. Et puis je vais commencer en vous montrant juste un petit outil qui est assez populaire en statistique génomique qui permet de visualiser ces données d'expression sous la forme d'un heatmap. Alors la particularité, c'est que ce heatmap, voilà, je vais faire un zoom pour qu'on le voit mieux. Ce heatmap, il implémente une méthode qu'on appelle de la double classification, au sens où on classe à la fois les lignes et les colonnes du tableau, de telle manière à réorganiser cette matrice. Donc réorganiser, ça veut dire permuter les lignes et les colonnes pour faire apparaître des blocs qui seraient des blocs de gènes sur ou sous-exprimés pour, dans tel ou tel cluster de puces. Donc il y a une classification à la fois des puces et des gènes. Donc ici, il n'y a rien de très marqué, sinon peut-être une classification des puces qui marque quand même deux groupes. Un groupe plus jaune sur la gauche et un groupe plus rouge sur la droite. Donc, jaune correspondant ici à de la sous-expression et rouge à de la surexpression. Et comme on le voit un tout petit peu ici, jaune et rouge sont des couleurs un peu dominantes, mais si on s'arrête un peu sur quelques clusters de gènes, on voit que ça peut s'inverser. C'est le cas ici pour ce cluster central que je désigne ici par le curseur, où on a une inversion puisque le jaune passe à droite et le rouge passe à gauche. C'est ça l'idée un peu de la double classification. Mais ça c'est juste un outil un peu visuel. Je vais revenir un peu séparément sur la classification des microarrays et la classification des gènes. Donc pour faire de la classification des microarrays, je vais commencer par vous montrer l'outil qui s'appelle hclust. Alors hclust, c'est une fonction qui appartient au package stats qui est diffusé dès que vous installez R la première fois. Donc ça fait partie des packages qui sont dans le cœur de R. Mais dans flashclust, qui est un autre package qui ne fait pas partie du cœur de R, il y a une autre implémentation de hclust qui est un peu meilleure, avec plus de possibilités et avec plus de rapidité aussi d'exécution. Donc c'est ça que je vais utiliser pour faire de la classification. Voilà, donc l'idée c'est qu'une fois qu'on a utilisé la méthode de Word pour classer ces profils d'expression, alors la matrice de distance que j'ai choisie c'est la matrice de distance euclidienne simplement, hein, donc on a utilisé la méthode de Word sur la distance euclidienne entre profils d'expression. On a un petit outil qui permet de lire le résultat sous forme de dendrogramme. Voilà. Et ce dendrogramme, il met bien en évidence le fait qu'il y ait deux, voire trois clusters. Donc on va partir sur trois clusters. Un cluster ici à gauche,
un petit cluster ici de puces au milieu, et puis un troisième cluster sur la droite. La fonction cutTree permet de couper le dendrogramme à 3 clusters. Voilà. Donc si je regarde le résultat qu'il y a dans hc.cut, là, c'est juste l'affectation d'un numéro, 1, 2 ou 3, à chaque microarray. F01 dans le cluster 1, F02 dans le cluster 2, F03 dans le cluster 1, etc. etc. Donc voilà, ça c'est la classification de manière brute sur les données initiales, voilà, avec la méthode de Ward que vous connaissez, sur la matrice de distance euclidienne, rien que de très classique. La deuxième méthode que vous connaissez aussi, ça fait la même chose, sauf qu'au préalable, on ne travaille pas sur les données brutes, on va transformer un peu les données en leur enlevant un petit peu de bruit, on va dire ça comme ça, grâce à une ACP. On va d'une certaine manière un peu lisser les données pour faire de la classification sur les composantes principales. Alors, je vais utiliser pour ça le package FactoMiner, et le package FactoMiner me donne la possibilité de travailler avec des données augmentées par des variables supplémentaires. Donc je vais utiliser cette possibilité en mettant comme variable supplémentaire les covariables du dispositif expérimental, et puis je pourrais mettre toutes les autres covariables du jeu de données external, mais je vais me contenter de mettre le poids du muscle ici, le poids du muscle pectoral. Et puis donc je vais constituer un jeu de données que j'appelle data, dont je montre ici un aperçu, les 6 premières lignes. Donc les dernières colonnes sont les 83 expressions de gènes. C'est pour ça que j'ai transposé ici les X, la matrice X, pour bien avoir en ligne et micro-array et en colonne les 83 expressions de gènes. Et puis les 3 premières colonnes sont, j'y arrive, le régime, le génotype et le poids du muscle. Voilà, donc maintenant je peux utiliser la fonction PCA pour faire une ACP, et je l'utilise avec 2 arguments supplémentaires. Donc je désigne comme variable qualitative supplémentaire celles qui sont dans les colonnes 1 et 2, à savoir régime et génotype. Et puis comme variable quantitative supplémentaire, celle qui est dans la colonne 3, à savoir le poids du muscle pectoral. Donc quand on a fait une ACP comme ça, il y a un certain nombre de graphiques, enfin il y a 2 graphiques essentiellement qui s'affichent, le graphique des individus, ici sur la droite, et puis le graphique des variables. Le graphique des individus me dit que j'ai récupéré 59% d'inertie sur le premier axe, qui est beaucoup, et 8,91 sur le deuxième axe. Alors le premier axe, il récupère beaucoup d'inertie parce que essentiellement il va séparer 2 groupes d'individus, ceux qui sont pour beaucoup dans le régime BL et ceux qui sont dans le régime HL. Donc rappelons-nous que les données que l'on est en train d'analyser par ACP, là, ce sont des données d'expression de gènes qui ont été précisément sélectionnées pour séparer les 2 régimes HL et BL. Donc c'est normal de retrouver un premier axe de l'ACP qui sépare bien les 2 régimes. Ce qui est plus original, c'est de retrouver une séparation entre les 2 génotypes sur le deuxième axe principal ici, entre gras et maigre. Donc on va retrouver toutes ces informations dans la suite. Un mot sur le graphe des variables, donc qui met en évidence un gros paquet de variables ici qui sont fortement co-exprimées, donc il y a de la corrélation forte entre les expressions de ces gènes, et ils définissent, ce bloc de gènes là définit bien l'axe 1. Donc c'est, semble-t-il, des gènes qui vont séparer les microarrays qui sont dans le régime HL et dans le régime BL. Ici on a des gènes qui séparent plus spécifiquement la lignée grasse et la lignée maigre qu'on trouve sur l'axe 2. Et puis la variable supplémentaire, le poids du muscle ici, semble très très peu corrélé à la fois à l'axe 1 et à l'axe 2. Donc la première question qui se pose, c'est de savoir combien de composantes on va retenir pour la classification. Alors l'idée, c'est de faire un peu un nettoyage des données. Donc je vais suggérer de récupérer autant d'axes qu'il faut pour avoir une information assez importante quand même. Alors chaque ligne de ce tableau là, qui est donné dans $EIG du résultat de la CP,
me donne en première colonne les valeurs propres, en deuxième colonne le pourcentage de variabilité récupéré par chaque composante, et en troisième colonne le pourcentage de variance cumulée. Donc c'est là-dessus que je vais raisonner, sur cette troisième colonne de pourcentage de variance cumulée. Et donc mon principe, ça va être de dire, je vais conserver autant de composantes qu'il faut pour avoir une part importante de l'information conservée dans ces composantes principales. Et donc je vais proposer d'aller jusqu'à 10 composantes, puisqu'avec 10 composantes, je récupère 90% de l'information. Alors, quelques mots pour analyser un petit peu cet ACP. On a des outils dans FactoMiner qui permettent d'aller voir le lien entre les dimensions, les composantes principales et puis les variables supplémentaires, donc en commençant par la variable quantitative. Donc là, comme on a vu un peu sur le graphique, on affiche les corrélations avec les 5 premières dimensions et on voit que il n'y a pas tellement de corrélation entre le poids du muscle pectoral et puis les 5 premières dimensions. On peut aussi regarder le lien avec les 2 variables qualitatives supplémentaires à travers la valeur test qui est associée. Et là, par contre, il y a des effets qui apparaissent, comme on l'avait dit en regardant, je le remontre, le nuage des individus, puisque sur la dimension 1, on voit qu'il y a une opposition avec des valeurs test très fortes, bien supérieures à 2 en valeur absolue, entre les 2 régimes, HL et BL, HL ayant des valeurs négatives puisqu'on est à gauche de l'axe 1, et BL des valeurs positives puisqu'on est à droite de l'axe 1. Et puis sur la dimension 2, on a encore des valeurs très fortes. Cette fois, c'est pour l'opposition entre gras et maigre, gras ayant des valeurs négatives, parce qu'on est en bas de l'axe 2, et maigre, valeur positive, puisqu'on est en haut de l'axe 2. Pour le reste, sur les dimensions 3, 4 et 5, pas vraiment de corrélation, ou plutôt d'association avec ni régime ni génotype. Donc je relance mon ACP, cette fois avec 10 composantes, pour me préparer à faire de la classification. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé la fonction HCPC pour faire de la classification hiérarchique sur les composantes principales, donc sur les 10 premières composantes principales, avec en particulier un argument console égale true pour lui demander de faire de la consolidation par agrégation une fois qu'il aura fait de la classification hiérarchique, et puis un argument proba égale 10-6 qui va être ma limite pour la p-value lorsque je vais tester l'association entre les clusters et puis mes variables supplémentaires. Alors, donc je n'ai pas lancé encore, il faut que je lance ma fonction HCPC. Je la lance, donc ça va me lancer un graphe interactif avec le dendrogramme qui me permet de choisir ici 3 classes. Donc c'est confirmé ici par la petite vignette ici, puisqu'on voit que le gain les principaux gains se font quand on passe de 1 à 2 clusters, puis de 2 à 3 clusters. Les 2 premières colonnes ici, les 2 premières barres me disent qu'il faut que je m'arrête à 3 clusters. C'est cohérent avec la barre qui est préindiquée ici. Je clique dessus pour dire que je sélectionne 3 clusters. Et donc, il y a 2 graphiques qui sont produits. Il y en a un qui est passé assez rapidement. Voilà, c'est ce graphique en 3 dimensions qui montre la répartition dans le plan factoriel formé par les 2 premières composantes principales des différents clusters. Et puis, le graphe des individus avec des couleurs différentes selon le cluster. Donc je vais essayer de donner du sens à ces clusters maintenant. D'abord, je vais récupérer la variable qui affecte chaque individu à un cluster. Voilà, donc cluster 1, 2, 3 en ligne ici de ce tableau, et en colonne, j'ai mis le régime pour voir un peu comment ce cluster, enfin chaque élément des clusters se répartissait en fonction des régimes.
et pour mettre en évidence le fait que le cluster 1, qui apparaît ici à gauche sur l'axe des individus, il est constitué de 18 individus, tous du régime HL. Le cluster 3, qui apparaît à droite, il est constitué de 16 individus, tous du régime BL. Et puis au milieu, on a un cluster un peu hybride que l'on ne cherchera pas vraiment à interpréter, avec 6 individus du régime BL et 6 individus du régime HL. Y a-t-il des liens avec les variables supplémentaires? Eh bien oui, il y a un lien avec la variable régime, mais pas avec la variable génotype, puisque la p-value d'association est fortement significative. On s'en doutait quand on regarde la répartition des clusters. Et maintenant, dans le détail, on voit que le cluster 1, dans le cluster 1, il y a 100% d'individus qui sont dans le régime HL, alors que dans le cluster 3, il y a 100% d'individus qui sont dans le régime BL. Et on associe à ces valeurs très fortes une p-value très fortement significative, donc très fortement inférieure à 0,05. Donc maintenant, je vais interpréter en fonction, interpréter ces clusters donc en fonction des expressions de gènes, des 83 expressions de gènes. Alors ici, j'ai juste indiqué des valeurs d'association, les 6 valeurs d'association les plus significatives entre la répartition en cluster et puis ces expressions de gènes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici que la p-value, enfin ces p-values sont toutes significatives? Mais ça veut dire que ces gènes-là ont une expression moyenne très différente selon le cluster. Donc ça peut être une forte surexpression dans un cluster par rapport à 2 autres clusters. Ça peut être 3 moyennes très différentes par cluster. Ce que l'on sait, c'est que cette répartition en cluster, elle est très marquée. Elle donne des moyennes d'expression très marquées pour ces gènes-là. Donc on va retrouver ici des gènes que l'on a déjà vus quand on s'est intéressé à l'effet régime dans les sessions précédentes, puisque la dimension 1 étant caractéristique des régimes, le cluster séparant les HL et les BL, on va retrouver ces mêmes gènes comme étant associés à l'axe 1 aussi. Alors ensuite, si je veux faire un zoom un peu particulier sur le cluster 1, je vais mettre dans un tableau à part les résultats correspondant au cluster 1 que je récupère ici juste en rajoutant un double crochet 1 pour le cluster 1, double crochet 2 pour le cluster 2 et double crochet 3 pour le cluster 3. Donc ici je m'arrête sur le cluster 1. Un aperçu de cette matrice. Donc dans cette matrice, il y a en ligne les gènes et donc les expressions de gènes, et en colonne, on caractérise un peu le lien avec le cluster 1. Alors comment est-ce qu'on voit ça? Ce que l'on va faire pour des expressions de gènes qui sont donc des variables quantitatives, c'est qu'on va comparer la moyenne de ces expressions de gènes dans chaque cluster avec la moyenne générale. Et plus l'éloignement sera important entre la moyenne dans le cluster et la moyenne générale, plus la valeur test sera également importante. Donc ici, plus on avance, plus la valeur test est grande en valeur absolue, ce qui veut dire que plus on avance, plus les gènes vont être significativement en sur ou en sous-représentation par rapport à la population, dans ce cluster par rapport à la population générale. Alors maintenant, si je veux faire la liste de tous les gènes qui sont par exemple en sous-expression dans le cluster 1 par rapport à l'ensemble des données, eh ben, je vais récupérer leur nom, row names, et je vais dire que je veux que la première colonne de ce tableau que je viens de créer, que je viens de vous montrer là, c'est-à-dire la valeur test, soit négative. Voilà. Donc là, je récupère une liste de gènes que je vous montre avec des noms simplement. Tous ces gènes-là sont en association négative, c'est-à-dire qu'ils sont sous-représentés, ils sont sous-exprimés dans le cluster 1 par rapport à l'ensemble des micro-arrays. Une autre manière de récupérer l'information, c'est non pas par les noms des gènes, mais par les numéros de ces gènes entre 1 et 83. Et donc c'est la fonction is.element
qui va me donner ce résultat. Donc je lui demande quels sont les numéros de ces gènes-là, ceux que j'ai listés précédemment, dans l'ensemble des noms des gènes qui sont ici, row names. Hop, je l'avais déjà fait, donc je vais recommencer. Tac, voilà. Donc maintenant, je réaffiche le résultat. Et cette fois-ci, j'obtiens un vecteur avec des vrais et des faux. Donc les vrais me permettant d'identifier les numéros des gènes entre 1 et 83 pour lesquels j'ai une association, j'ai une sous-expression dans le cluster 1 par rapport à l'ensemble des expressions. Donc voilà comment est-ce que je peux travailler un peu pour expliquer des clusters de microarrays en essayant de relier l'expression des gènes dans un cluster avec des données extérieures. Je vais passer maintenant à la partie sur la classification des gènes, en commençant par insister sur le fait que quand on classe des gènes, on ne traite pas de la même manière que quand on classe des microarrays les données, puisque la notion de distance doit être revue entre des gènes. Ici, on va considérer que deux gènes sont distants si la corrélation de leur expression est faible. Et au contraire, on va considérer que deux gènes sont proches si la corrélation de leur expression est proche de 1. Donc, on appelle ça de la coexpression, c'est-à-dire que deux gènes qui ont des expressions fortement corrélées, on dit qu'ils sont coexprimés, ils s'expriment en même temps. Et on va utiliser une distance entre des gènes qui est adaptée à cette notion de coexpression. Il y en a plusieurs distances possibles. Moi, j'ai choisi la racine carrée de 1 moins la corrélation au carré. Donc, si la corrélation est proche de 0, la distance est proche de 1. Si la corrélation est proche de 1 ou de moins 1, la distance est proche de 0. C'est cohérent. Alors, de la même manière qu'on avait un petit outil de heatmap, on a aussi un outil de heatmap ici pour voir la matrice de corrélation en réorganisant les lignes et les colonnes de telle manière à faire apparaître des clusters au sens de cette matrice de distance et par la méthode de Word. Je lance cette commande heatmap. Alors la commande heatmap ici, c'est pas heatmap classique, c'est heatmap.2 qui appartient au package gplots. Donc si je fais un zoom, je vois apparaître, les gènes ont été réorganisés ici, je vois apparaître un gros bloc ici de gènes fortement co-exprimés. Ici, il y a encore un bloc. Ici, il y a un petit bloc de gènes fortement co-exprimés et exprimés négativement par rapport aux autres blocs de gènes. C'est la couleur rouge qui me dit que c'est une expression négative ici. Voilà, donc ça c'est juste une petite visualisation qui permet déjà de me faire une idée sur le fait qu'il va y avoir une structuration en blocs des gènes. Et maintenant, je vais utiliser des outils qui vont me permettre d'aller plus loin pour retrouver ces blocs et les expliquer. Alors l'équivalent de la classification qui vient d'être faite, je la refais ici avec la fonction hclust, méthode de Word, et les données à partir desquelles je travaille sont les données de la matrice de corrélation, mais converties en matrice de distance, où la distance c'est la racine carrée de 1 moins la corrélation au carré. Voilà, donc j'ai créé un objet HC comme Hierarchical Clustering. J'affiche le dendrogramme. Le dendrogramme me suggère qu'effectivement il y a un morcellement des gènes avec plusieurs classes. Je vais me contenter de travailler moi aujourd'hui là sur deux classes, le gros cluster qui est ici et le petit cluster qui est là. Donc je coupe l'arbre en disant k égale 2 pour qu'il retienne seulement deux classes. Donc en utilisant la fonction table, je constate qu'il y a effectivement deux classes de gènes ici, de clusters. Un gros cluster avec 60 gènes, c'est celui qui est à droite ici, et un petit cluster avec seulement 23 gènes ici. Alors on peut par exemple s'amuser à regarder si cette classification elle est en relation avec la classification que j'avais faite à partir des microarrays qui mettait en évidence des gènes, un groupe de gènes qui était en association négative, c'est-à-dire qui était sous-exprimé dans le cluster 1 de microarrays. Donc pour faire la relation entre ces deux
type d'information, je construis un tableau comme ça de contingence avec en ligne les clusters de gènes que je viens de construire et en colonne la, la typologie que j'avais précédemment. Donc dans la colonne chou, on a les gènes qui sont sous-exprimés dans le cluster 1 de microarray, donc essentiellement des gènes HL de mémoire. Et on voit qu'effectivement le cluster 2, ici, le cluster 2, il est essentiellement constitué de gènes qui sont exprimés de manière négative, qui sont sous-exprimés dans le cluster 1 de microarray, c'est-à-dire les clusters HL. Donc ça le cluster d'individus de microarray HL. Donc ça va être une information qui peut être intéressante à exploiter dans la suite pour interpréter les gènes qui sont dans ce cluster. Un autre outil qui va permettre de comprendre ce qui se passe dans ce cluster, c'est de mettre en relation les expressions des gènes dans ce cluster avec les données externes dont on dispose et par exemple les données plasmatiques. Donc les données plasmatiques, elles sont accessibles dans les colonnes 12 à 20 du tableau external. Je les mets dans un petit tableau ici, external plasma, qui ne contient que les colonnes 12 à 20 des données externales. Et puis je regarde les corrélations entre les gènes, mais seulement dans le cluster 2, et puis ces données externes concernant la composition du plasma. Un mot sur l'argument ici, use égale pairwise.complete.ops. Il se trouve qu'il y a des données manquantes dans ce jeu de données external. Et quand il y a une donnée manquante, par défaut, la corrélation n'est pas calculée. Il y a un NA qui apparaît. Sauf si on lui dit comment faire avec les données manquantes. Et c'est ce qui est possible de faire avec l'argument use. Use égale pairwise.complete.ops. Ça permet de lui dire qu'à chaque fois qu'il calcule une corrélation, il le fait à partir de toutes les données dont il dispose et qu'il peut utiliser. Je calcule ces corrélations. Donc le résultat, c'est un tableau de corrélation entre tous les gènes qui sont dans le cluster 2 et toutes les données de composition du plasma. On va regarder un aperçu de ce tableau pour se faire une idée. Donc on a bien en ligne les gènes et en colonne les données du plasma et à l'intersection des corrélations. Et si on regarde un petit peu rapidement, on va voir que les corrélations sont en général pas très élevées, sauf pour les deux premières colonnes où elles sont un peu plus élevées, en particulier la corrélation entre les expressions de gènes et le butyrate dans le plasma ici qui est important. Voilà, et même c'est souvent la corrélation maximale, sauf ici où on voit que c'est plutôt pour ce gène-là, la corrélation maximale, elle est portée par la première colonne qui contient les données sur l'acide urique. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que les gènes qui sont dans ce cluster, ils ont une expression qui est corrélée positivement avec la concentration en butyrate. Donc je vais m'en assurer en lui demandant de faire ce petit calcul qui consiste à récupérer les noms des colonnes du tableau external plasma correspondant aux valeurs maximales des corrélations. Donc j'applique au tableau des valeurs absolues des corrélations que je viens de construire en ligne, donc pour chaque expression, la valeur which.max qui me donne le nom du composant plasmatique qui est le plus corrélé avec ces gènes. Voilà. Et à chaque fois, donc on constate ce que je viens de dire, c'est qu'à chaque fois c'est le butyrate, BOH, sauf le dernier pour lequel c'est l'acide urique. Pour terminer, je vous montre juste un petit outil. Moi, je ne vais pas faire de l'analyse de tout le jeu de données, hein, mais je vous montre juste un petit outil pour donner un peu de corps aussi et aller aussi loin que possible dans l'explication de ce cluster de gènes, le cluster 2. Donc, on vient de démontrer qu'il était très lié, enfin, ce cluster 2 contient des gènes dont l'expression est très liée à la concentration en butyrate dans le plasma. Je regarde ici spécifiquement les corrélations avec le butyrate. Donc je restreins le calcul des corrélations entre les gènes du cluster 2 et puis le taux de butyrate.
Et effectivement, je constate que la corrélation moyenne, elle est de l'ordre de 0,6, ce qui est assez élevé, avec un maximum à 0,72. J'ai pris un exemple, celui du gène LIP-FASN, pour vous montrer comment est-ce que ça se traduit par un scatter plot, cette corrélation. Alors je fais un scatter plot, voilà, un nuage de points, donc avec en ligne ici la concentration en butyrate dans le plasma, en colonne l'expression du gène LIP-FASN, et puis donc chaque point est un microarray et la couleur du point désigne son appartenance au groupe du régime HL ou du régime BL. Donc je vais agrandir un peu ce graphique. D'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette corrélation, elle est valable à la fois dans le groupe HL et dans le groupe BL. Donc ce n'est pas une corrélation indirecte qui serait induite par le fait que l'effet régime serait très fort sur l'expression du gène et en même temps très fort sur le butyrate. Ici, l'effet régime, il n'est pas tant marqué que ça sur le butyrate. On voit que au moins en projection sur l'axe des abscisses, il y a une sorte de confusion entre les deux groupes. Alors quand on projette sur l'axe des ordonnées, ce n'est pas le cas, parce que le gène qui est là, s'il est là, c'est justement qui sépare le groupe HL et le groupe BL. Donc c'est normal que ça se sépare bien sur l'axe des ordonnées, mais en revanche sur l'axe d'abscisse, ça ne se sépare pas, ce qui fait que la corrélation entre ces deux variables, c'est une vraie corrélation qui est valable globalement, mais qui est aussi valable à l'intérieur de chaque groupe là. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous ai montré quelques outils qui permettaient à la fois de faire la classification de microarrays et de gènes, mais qui permettaient aussi de commencer à apporter des éléments d'explication sur les clusters que l'on trouve.